Bonjour et bienvenue à un nouveau cours de HLMA 101. Après la partie un peu abstraite sur les espaces vectoriels de la dernière fois, on répare plutôt cette fois-là sur la géométrie et notamment sur les espaces affines. Alors, supposons que nous nous donnons un point des coordonnées xa, yk et u un vecteur dr2 non nul. Alors, on appelle la droite affine, passant par A et des vecteurs directeurs U, les sous-ensembles indiqués de A de U du plan qui est défini par tous les translatés de A par le vecteur T fois U. U c'est un scalaire, c'est un élément dr. On peut multiplier U, le vecteur U, par T, on obtient encore un vecteur. Et donc, comme vous voyez ici un coordonnée, si U s'écrit U1, U2, alors les points de la droite affine peuvent s'écrire comme xa plus t fois U1, yk plus t fois U2. Et proposition, que probablement vous connaissez déjà, étant donné deux points distincts A et B, il existe une unique droite affine qui passe par A et B. Il y a une droite affine, unique droite affine, qui évidemment est la droite où U est le vecteur AB et A est le point de départ. Cette droite-là est celle définie par ces deux objets. Alors, dans l'espace, on peut faire le même raisonnement. On prend A, un point des coordonnées xa, yk, za, et U, un vecteur de R3 non nul. Et la droite affine est l'ensemble des translatés dA de vecteurs T fois U, où T est toujours un scalaire, un élément dr. Ok, en coordonnée, la définition est la même. On a xa plus T, si U à coordonnées U1, U2, U3. Les coordonnées du point de la droite affine sont xa plus T fois U1, YA plus T fois U2, ZA fois T plus T fois U3. Et même dans l'espace R3, et si on se donne deux points distincts, il existe une unique droite affine qui passe par A et B, définie de la même manière que tout à l'heure. Voilà. Et droite affine dans l'espace à une dimension, dans Rn. Si vous vous donnez un point A des coordonnées x1, xn, et U un vecteur de Rn, et U avec coordonnées toujours U1, Un, la droite affine définie par U et A est toujours définie comme l'ensemble des translatés de A par le vecteur TU avec T en réel. Et un coordonnée, elle est définie exactement de la même manière. C'est la généralisation tout à fait naturelle des cas précédents. Ok. Et même dans Rn, si vous avez deux points distincts A et B, il existe une unique droite affine qui passe par A et B. Alors, droite vectorielle. Alors, c'est un type spécial de droite affine. Alors, la première remarque plutôt intéressante est que toutes les droites qui ont le même vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur U, comme on avait vu tout à l'heure, qui sont effectivement des droites parallèles, partagent la même direction. C'est-à-dire parallèle veut dire effectivement partager la même direction. Si vous avez U, ça peut être A, ça peut être B un autre point, C un autre point, et à chaque fois, vous appliquez U et ses multiples. Donc, vous avez des droites parallèles.
qui ont la même direction. Ok. Alors, si on se prend un vecteur U d'un Rn non nul, on appelle droite vectorielle dirigée par U les sous-ensembles qui est défini par le multiple de U, simplement. Ok. En gros, c'est une droite affine et une droite qui passe par A et qui va dans la direction de U. La droite vectorielle, c'est une droite qui passe par l'origine et qui va dans la direction de U. Okay. Dans ce cas-là, A est égal à 0, 0, 0, 1. Et justement, D de U, la droite vectorielle engendrée par U, est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur U. Okay. Et comme je vous disais, une droite vectorielle est exactement une droite affine qui passe par l'origine. Voilà. Alors, si on se donne deux vecteurs U et V dans Rn, on a des possibilités. Alors, soit il existe T et S dans R, de scalaires, qui ne sont pas tous les deux nuls, tels que TU plus SV égale 0. Ça veut dire qu'il y a une relation de dépendance linéaire entre U et V, et ça veut dire que le sous-espace vectoriel engendré par UV, on est dans un de ces deux cas. Soit il est le sous-espace vectoriel engendré par U, soit c'est celui engendré par V. Finalement, c'est la même chose, parce qu'on est dans cette situation-là. Donc, c'est pareil, si vous écrivez d'une manière ou de l'autre. Alors, sinon, si on n'est pas dans cette situation, les deux ne peuvent pas être vrais en même temps, ok? Donc, on est soit dans la situation 1, soit dans la situation 2. La situation 2 est une situation dans laquelle on a deux scalaires, T et S, et on a l'implication qui suit. Si TU plus SV est égal à 0, alors S et T sont tous les deux 0. Okay? Dans ces cas-là, alors la réunion de deux droites est strictement contenue dans le sous-espace vectoriel engendré par U et V, mais cette réunion-là n'est pas égale à cet espace. Alors, comment expliquer cela? Alors, disons, dans les premiers cas, U et V sont deux vecteurs, voilà, qui ont la même direction mais de longueur variable. Okay? Donc le sous-espace engendré, c'est vraiment la droite engendrée par les deux. Et c'est une différence si on dit U ou V. Dans le deuxième cas, cette situation-là veut dire que U et V ont des directions différentes. Donc, si on prend les deux droites, donc par exemple, ces deux vecteurs-là engendrent tous les sous-espaces vectoriels engendrés par U et V et tous les plans. Et donc, si vous avez les deux droites engendrées par U et V, ces deux droites sont strictement contenues dans tout l'espace, dans le sous-espace vectoriel engendré par U et V, et sont différents, disons, sont strictement contenus, mais il y a bien d'autres, par exemple, ces points-là. Alors, si U, UV sont nuls, si un des deux est nul, alors on est forcément dans le cas 1. Okay? Parce que vous pouvez prendre un des deux coefficients 0 et l'autre comme vous voulez. Et si U est non 0, par exemple,
on peut être dans deux cas. Alors, si cette combinaison linéaire est 0, alors S est non 0 et on a une situation comme ça et on est dans le cas 1. Sinon, ceci est le premier cas, et donc on a dans le deuxième cas, le plan vectoriel est l'ensemble engendré par U et V. On est dans le deuxième cas de tout à l'heure, c'est-à-dire celui où les deux vecteurs sont linéairement indépendants. OK? Voilà, notamment dans ces cas-là, S est différent de 0 et V peut s'écrire comme multiple de U par moins T sur S. Le fait que S soit non 0 permet que cette fraction soit bien définie. Et dans ces cas-là, V est collinaire à U. C'est-à-dire, comme je vous disais, alors, on a vu donc ce que c'est un plan affine. Il y a une notion tout à fait analogue on a vu ce que c'est une droite affine. Il y a une notion tout à fait analogue de plan affine dans un espace à n dimensions, Rn, avec n plus grand ou égal que 2. Alors, pour les plans affines, on part toujours d'un point, mais cette fois-là, de deux vecteurs non nuls et non collinaires. Collinaire veut dire que, disons, non collinaire veut dire que l'espace engendré par U est différent que l'espace engendré par V. Et les plans affines, c'est les sous-ensembles PA de UV, de Rn, qui est défini par tous les translatés des vecteurs W de A, où W est dans le sous-espace engendré par U et V, c'est-à-dire le vecteur W peut s'écrire comme un scalaire fois U plus un autre scalaire fois V. OK. Et voilà, c'est exactement ce que vous avez là pour deux scalaires dans R2. Et de manière tout à fait analogue à l'autre fois, si on se donne 3 points de plan qui ne sont pas alignés, il existe exactement un unique plan qui passe par A, B et C. Alors, oui. Alors, si vous voulez, il y a une définition équivalente en termes des coordonnées, toujours, où A a coordonnées x1, xn, U a coordonnées u1, un, et V, évidemment, a coordonnées v1, vn. OK? Donc, voilà, c'est là la définition en termes de coordonnées. Bon, il n'y a rien de spécial dans cette définition. Alors, certaines propriétés des plans affines sont plutôt importantes. Si on prend R2, le seul plan affine dans R2 est R2 même. OK. Puis, une autre chose importante à rappeler, si on oublie de vérifier que U et V ne sont pas collinaires, il peut arriver que U et V, l'espace engendré par UV soit en droite, c'est-à-dire soit la droite engendrée par U. Et alors, du coup, le plan affine devient une droite affine. OK? Donc, il faut faire attention à
le fait qu'il ne soit pas collinaire. C'est une hypothèse importante. Alors, maintenant, on sait ce que c'est une droite affine et un plan affine, et on va parler de certaines représentations qu'on peut donner de ces objets. La première est la représentation paramétrique. Partant de droite de plan. Un ensemble D est une droite de plan si et seulement si il existe x0, y0 un point et u2 ou un u2 un vecteur non nul tel que les points de D peuvent s'écrire comme ça. Cette représentation est une représentation paramétrique parce qu'on a mis au centre, on a mis en lumière les paramètres. Disons, tout point peut être paramétré par disons, U1 et U2 qui bougent dans R2. Non, je dis une bêtise, peut être paramétré par les T. U1 et U2 ne changent pas, c'est T qui change dans R, c'est T qui bouge. Okay. On a le point X, par exemple, le vecteur U et T fait changer la longueur du vecteur. Sinon, on peut donner une représentation en compréhension, qui est une espèce d'équation. Un ensemble de D est une droite de plan si et seulement si il existe alpha bêta dans R2 non nul et gamma qui peut être nul, tel que D est formé par les xy de R2 tel que alpha x plus by égale gamma, plus bêta y égale gamma. Voilà, c'est l'équation de droite affine du plan que probablement vous connaissez déjà depuis les lycées. Ça s'appelle représentation en compréhension. Alors, regardons cet exemple. C'est là une représentation paramétrique, une droite qui est formée par les points de coordonnées 3 plus 2t, 5 plus 6t. Pour quelle valeur alpha, bêta et gamma on peut écrire D en compréhension? Alors, bon, c'est vraiment un petit calcul, mais il faut le faire. Donc, supposons que nous connaissons alpha, bêta et gamma. Alors, donc, on va mettre des valeurs différentes des t pour trouver des équations qui nous feront déterminer alpha, bêta et gamma. Par exemple, pour t égale 0, on sait que on élimine cette partie-là. Donc, 3, 5 appartient à D. Sinon, pour t égale 1, 3 plus 2, 5 plus 6, ça donne 5, 11 qui appartient à D. OK. Donc, les équations doivent être valables pour ces valeurs de x et y, c'est-à-dire donc alpha x, donc 3 alpha plus bêta y, donc plus 5 bêta égale gamma. Et en même temps, ça doit être égal aussi à 5 alpha plus 11 bêta. Okay. Donc, si on fait les différences, on fait 11 moins 5, 6, 5 moins 3, 2, ça donne égal à 0. OK? Parce que c'est une égalité. Et donc, dans ces cas-là, par exemple, alpha égale à moins 6 et bêta égale à 2 fonctions. Parce que cela nous donne une équation pour alpha, bêta. Et des solutions sont par exemple moins 6 et 2. Et gamma, en prenant 3 et 5 comme valeur de x et y, ici on peut substituer moins 6 et 2.
Donc ça donne moins 18 plus 10 égale moins 8. Et on trouve gamma. Donc on est parti d'une représentation paramétrique et on est arrivé en représentation et compréhension. Ok. Voilà. Donc ça, on l'a vu pour deux valeurs, t égale 0, t égale 1. Mais en général, c'est vrai pour tout t. On vérifie. Si on prend pour toute valeur de t, donc pour toute valeur de x du type 3 plus 2t et de y 5 plus 6t, on a cette égalité avec gamma égale moins 8. Okay. Donc, évidemment, D, notre droite du plan, est contenue dans les éléments x, y du plan qui vérifient cette équation-là. Et on va appeler d tilde cette équation-là. Disons, le d tilde, on va appeler ce lieu de x, y. Donc, disons que ce qui est important à remarquer ici est que ce qu'on a montré est cette inclusion-là. Okay? On a montré que D, cet ensemble-là, est contenu dans 2 tilde, où 2 tilde est cet ensemble-là défini par cette équation. Alors, réciproquement, qu'est-ce qu'on va faire? Si on prend x, y dans des tildes, on peut prendre n'importe quelle valeur de t. Donc, on veut montrer... Alors, donc cela est équivalent. X égale à 3 plus 2t, c'est comme dire t égale x moins 3 sur 2. Si on prend ces valeurs de t, alors x effectivement est égal à 3 plus 2t, et grâce à cette équation-là, l'équation que nous avons déjà construite, pour cette valeur de x, on obtient y égale moins 8 plus 6x sur 2. Et en faisant la bonne substitution de x, on obtient y égale 5 plus 6t. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pour toutes x et y, okay, il existe un t d'un R pour lequel x est égal à 3 plus 2t et y égale à 5 plus 6t. Ça veut dire que x et y appartiennent à D. Donc, on a d'abord montré que D était contenu dans D tilde, et puis on a montré que D tilde est contenu dans D. Cela est équivalent à dire D égale D tilde. Ok. Alors, on continue avec un petit peu de vocabulaire. Pour une droite d'écrire en compréhension comme ça, veut dire que alpha x plus bêta y égale gamma est une équation cartésienne de D. Une observation très importante est que si alpha x plus bêta y égale gamma est une équation cartésienne de D, si on prend de multiples des coefficients, si on multiplie chaque coefficient par 2 par exemple, la même équation avec les nouveaux coefficients est valable et c'est également une équation cartésienne de D. Ok, là on l'a fait pour 2, mais on peut prendre toute scalaire lambda d'un R et non zéro, évidemment. Donc, ce qui est important est que rappeler qu'il y a vraiment ces deux natures et deux manières d'écrire
l'équation d'une droite dans les plans selon la représentation paramétrique et selon l'équation cartésienne. Et les deux sont équivalents, comme vous avez vu. C'est facile de trouver l'une en partant de l'autre. Ok. Alors, notamment, oui, on l'a fait à la main, mais si vous voulez, il y a des formules, ce n'est pas nécessaire de les apprendre par cœur parce que, comme vous avez vu, c'est facile de partir de la représentation paramétrique, trouver l'équation cartésienne et vice-versa. Mais bon, si vous aimez apprendre par cœur, vous pouvez partir, vous pouvez retrouver les coefficients de l'équation cartésienne à partir des coefficients de la représentation paramétrique de cette manière-là. C'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Ok. Donc je ne vais pas vous répéter. Il vaut mieux apprendre comment réfléchir et comment résoudre l'exercice plutôt qu'apprendre les formules par cœur. Mais bon, si vous voulez vérifier, là, il y a aussi les formules pour passer de l'équation cartésienne à la représentation paramétrique. Voilà. Alors, un peu le même discours, on peut le faire pour le plan dans l'espace à 3 dimensions. C'est-à-dire un ensemble P est un plan de l'espace, si et seulement si il existe un point et deux vecteurs non collinéaires tels que les points de P peuvent s'écrire comme les translatés de x0, y0, z0 par les vecteurs qui sont des combinaisons linéaires de u et de v. Donc, ça c'est une représentation paramétrique en termes de ts dans R2. C'est les deux paramètres qu'on fait bouger. Et sinon, il y a la représentation en compréhension qui est, comme tout à l'heure, basée sur une équation cartésienne qui définit les contraintes auxquelles sont soumis les points x, y, z. Ok, alpha, bêta, gamma ne sont pas tous zéro. Voilà, un dernier objet dont je voulais vous parler, c'est la droite dans l'espace. Un ensemble D est une droite dans l'espace si et seulement si il existe un point de R3 x0, y0, z0 et un vecteur u1, u2, u3 tel que D s'écrit comme les translatés de x0 par les vecteurs t fois u. Okay, c'est là une représentation paramétrique avec paramètre t. Et il y a aussi une représentation et compréhension. Dans ce cas-là, une droite de l'espace est l'intersection de deux plans. Et donc on s'attend qu'il existe alpha, bêta, gamma, delta, alpha prime, bêta prime, gamma prime, delta prime, tel que D s'écrit comme les x, y, z dans R3, qui vérifie les deux équations ici. La correspondance